Polysécure, épisode spécial Nordsec. Je suis accompagné de Colin et Maxime. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Très bien. Ça fait déjà le deuxième jour qu'on assiste à la Norsec. Très bonne ambiance. On est venu pour l'occasion directement de France parce qu'on avait une conférence ici et parce qu'on est aussi là en support des équipes commerciales pour faire connaître un petit peu la solution en Amérique du Nord. Et donc hier, on a pu présenter notre sujet sur ce qu'on appelle l'ADINT, Advertisement Based Intelligence. Donc voilà, très content d'être là. On a été très bien accueillis, comme toujours, chaque fois que je viens ici à Montréal. C'est ça, très bonne ambiance. Donc moi, c'était ma première Norsec et première fois au Canada. Et c'était très, très sympa, facile de discuter avec les gens, d'échanger sur les stands dans les conférences. Donc voilà, super expérience pour l'instant. Cool. Est-ce qu'on peut justement présenter ou introduire le sujet que vous avez présenté? Oui, tout à fait. Alors, on aura peut-être quelques anglicismes. Désolé pour ça, parce que on a travaillé sur le sujet en anglais et on l'a présenté en anglais. Donc, des fois, les termes, surtout en cybersécurité, on les cherche un peu. Donc, traduire, ça serait en gros l'utilisation de l'ADIN, donc Advertisement Based Intelligence, donc là, faire du renseignement à partir des données publicitaires et comment, à partir des cas d'usage, on peut utiliser ces données pour faire du renseignement de type géolocalisation, profiling, ou jusqu'à faire du vecteur d'intrusion, c'est-à-dire pouvoir installer des logiciels de surveillance privée sur les téléphones via le contenu vérolé d'une publicité ciblée. Voilà, c'est ça un petit peu le sujet de notre conférence. Et ma première question, c'est comment vous avez réussi à avoir cette information-là? Comment vous êtes branché? Comment vous avez amorcé cette recherche-là? Nous, chez Sequoia, on suit du coup les menaces. Donc on a une plateforme qui est plutôt de la détection. Et notre équipe CTI, donc elle suit plein de types de menaces, dont les surveillance vendors, les spyware, donc tout ce qui est être fournisseur privé de logiciels espions. Donc c'est quelque chose qu'on suit. On fait aussi partie de l'initiative Palmal qui vise justement à lutter contre les mauvais usages de ces solutions technologiques pour cibler des journalistes, des dissidents, faire de la répression. Donc en s'intéressant à cette menace, on avait déjà publié l'année dernière un rapport sur l'écosystème des fournisseurs privés de logiciels espions. Et donc on a voulu un peu plus chercher quelles étaient les dernières tendances en termes de techniques utilisées dans cet écosystème. Et c'est là où la DINT a commencé à popper un petit peu. Donc nous, on échange beaucoup au sein de l'équipe entre nous. Et c'est vrai que Félix Aimé, un de nos collègues, nous a dit « Ah, on commence à en parler, ça a l'air intéressant, vous devriez regarder ». Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'y est mis. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même documenté depuis quasiment 10 ans maintenant. Mais pour autant, ça reste quelque chose qui est assez en bordure, on va dire, de tout ce qui est recherche sur les surveillance vendors. Donc, c'était un sujet assez intéressant à gratter pour cet aspect-là. Disons qu'on a commencé à creuser le sujet parce que on s'intéressait aux vecteurs d'intrusion, comme je parlais. Donc parce qu'on parle beaucoup des accès zéro clic qui avaient été pas mal exposés par des journalistes et par des rapports comme Amnesty International ou Citizen Lab, d'ailleurs qui sont canadiens. Donc sur voilà des exploitations de vulnérabilité dans les messageries comme WhatsApp pour faire du vecteur zéro clic, c'est-à-dire là où la victime n'a ne voit en aucun cas passer et n'a aucune action à faire pour être infectée. Donc c'est un peu le vecteur le plus recherché par ces solutions, un peu clé en main. Et donc l'idée, c'était ça à la base, c'est de dire j'ai un peu l'impression qu'on parle aujourd'hui de l'ADINT comme un des vecteurs supplémentaires pour faire de l'intrusion initiale. Donc on a commencé à chercher sur cet angle-là. Et en fait, on s'est rendu compte que l'ADIN, ça couvrait plusieurs cas d'usage plus larges. Et on s'est dit, tiens, autant c'est difficile de creuser vraiment techniquement sur les techniques purement de vecteurs d'intrusion, mais on pourrait faire un papier un peu plus haut niveau qui explique un peu, qui défriche un petit peu ce sujet qui est assez peu connu en fait du grand public. Et on a essayé de catégoriser un petit peu ces différents cas d'usage. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce sujet. Et justement, comme tu le mentionnes bien, c'est quoi justement les cas d'usage? Parce qu'on a tous habitué malheureusement à avoir de la publicité en ligne. Les méchants ont compris rapidement que c'était un vecteur qui était très répandu, puis le fait d'utiliser justement le zéro clic est une des approches qui facilite les éléments. Vous avez parlé de ciblage, et pas de choses. Est-ce que vous pouvez justement approfondir? Peut-être on peut d'abord expliquer un petit peu
comment ça marche et comment ces données sont captées pour ensuite essayer d'expliquer un peu les cas d'usage. Peut-être Ouais. Colline, tu veux peut-être introduire le Ouais, système. bien sûr. Du coup, il y a donc pour mieux comprendre, c'est intéressant de s'intéresser à comment fonctionne la publicité en ligne et donc comment on arrive de nos téléphones quand on se connecte à une application ou à un site web à avoir un contenu qui est affiché et qui est souvent en lien avec nos sujets d'intérêt de longue date ou parfois un sujet dont on a discuté avec des amis juste quelques jours avant. Donc comment tout ça fonctionne? En fait, ce système-là, il est basé sur le process de real-time bidding, donc qui est vraiment un processus d'enchère qui va se passer en moins de 100 millisecondes. Donc quand vous ouvrez votre application, il y a dans l'architecture de l'application ce qu'on appelle l'ad space, donc un espace qui est spécifiquement dédié à la publicité dans l'application elle-même. Lorsque vous ouvrez l'application, le propriétaire de cette application va sur une plateforme dire j'ai un espace publicitaire qui va être bientôt consulté et qui est disponible pour un annonceur. Et donc là, il y a tout un système d'enchères qui va se produire. Donc le propriétaire de l'application va récupérer de la donnée sur vous, sur déjà quel type de mobile vous utilisez, quel est votre identifiant, pour pouvoir le lier aussi à d'autres intérêts qui sont liés à vous. Tout ça va constituer la bid request et qui va être transmise du coup à une plateforme qui est côté demandeur, donc annonceur, où là plein d'agences marketing par exemple sont connectées et vont pouvoir recevoir cette info-là, enchérir selon si vous correspondez plus ou moins à leurs critères d'audience et enchérir pour avoir leur publicité délivrée à vous. Et en fait, là, on a un deuxième transfert de données qui se fait, donc de ce propriétaire d'application qui donne de la data sur vous à ses annonceurs. Et ensuite, ces annonceurs qui, à partir de cette donnée, vont faire eux-mêmes aussi d'autres recherches sur des marketplaces de data via des data brokers pour faire notamment, par exemple, du cross-research, cross-device research. Donc, regarder si votre identifiant mobile, il est associé à un identifiant plus global qui peut être lié à plusieurs appareils. Sur ces plusieurs appareils, vous êtes allé sur plusieurs sites web, donc vous avez plusieurs intérêts, etc. Récupérer toute cette donnée-là pour avoir le profil le plus complet et enchérir parce que vous êtes pile dans le match de leur audience. Et donc, une fois que l'annonceur renchérit, c'est celui qui a enchéri le plus qui a son application, sa publicité par contre, délivrée à vous sur l'application. Donc, tout ce système-là, et c'est magique parce que je pense que les gens vont avoir peur une fois qu'on va avoir pris connaissance de ça. Surtout que ça se fait dans une fraction de seconde, donc c'est très, très rapide et la publicité nous est ciblée justement parce que tu mentionnes. Et là, donc, toute cette information unique, donc on est capable de savoir qui essentiellement est en arrière de l'appareil, peu importe l'appareil dans lequel on est. C'est une information qui est très utile pour faire la publicité, mais qui est aussi très utile pour cibler. Exact. Et surtout, si tu veux parler, Maxime, il y a certains moyens de sécurité qui ont été mis en place, comme un identifiant qui pseudo-anonymise votre identité, qui a tout ce transfert de data qui se fait sur vous. Mais voilà, ces mesures-là, elles sont facilement contournables quand on a des larges sets de données. En fait, la publicité en ligne, ils sont excellents pour vraiment capter un très grand nombre de données sur ce qu'on est, ce qu'on regarde, sur les gens qu'on fréquente, sur les endroits qu'on fréquente géographiquement. Et en fait, toutes ces informations sont captées à très grande échelle et à très haute fréquence. Et en fait, c'est ces données-là qu'au bout d'un moment, certaines compagnies se sont dit, mais en fait, on pourrait les réutiliser pour en faire une forme de renseignement. Alors, ce qui avait été prévu à la base, c'est que ces données sont censées être anonymisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas notre nom, prénom à coller derrière, mais on a ce qu'on appelle le Mobile Advertisement ID, donc un numéro d'identifiant publicitaire qui est donné par les fabricants, etc. Et en fait, c'est cet identifiant qui nous suit à la fois cross-platform, c'est-à-dire si je suis un utilisateur d'Apple, par exemple, que je sois sur mon iPhone ou que je sois sur mon Mac, j'utilise telle application, tel programme, etc. Tout ça, ça va capter un peu toutes ces données-là et ça va essayer de les affiner le plus possible pour que, en face, le publicitaire puisse me cibler de la façon la plus Précise possible. précise possible. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme d'enchère, en fait, à chaque fois qu'on a une possibilité d'avoir cette publicité, on pousse ces données-là.
Et en face, tous les annonceurs récupèrent les données. Ensuite, il y a l'enchère et il y a normalement la personne qui pousse. Mais en fait, même si on ne remporte pas l'enchère, les données sont transmises aux annonceurs. Donc en fait, si une société privée se récupère ces données de façon malveillante, c'est-à-dire se fait passer pour un annonceur, mais en fait fait de la collection à grande échelle de ces données, c'est à partir de ces données qui peuvent ensuite corréler pour faire pour faire remonter des informations sur vos intérêts, mais aussi sur votre localisation en temps réel, enfin pas en temps réel, localisation dans le passé, vos trajets par exemple, domicile, travail, les personnes avec qui vous avez borné. Ça c'est un des cas d'utilisation de la DINT. Et oui, c'est assez intéressant parce que justement, on a tout ce profiling qui fait partie aussi de la publicité ciblée aujourd'hui, pouvoir avoir des informations très précises sur des personnes pour les cibler le mieux possible. C'est en fait tout ce système qui est légitime, qui est exploité à des fins de renseignement. Et ce dont parlait Maxime aussi, c'est tout ce processus en fait de transfert de données à des parties tiers qui se passe dans ce processus d'enchère pour délivrer de la publicité. C'est là où en fait il y a une limite technique, c'est même si on veut essayer de mettre en place des mesures de sécurité, finalement une fois que la data elle est transférée à une partie tiers, il n'y a aucun moyen de contrôler ce que va faire la partie tiers avec cette donnée. Et c'est tout ce problème-là qui est en fait exploité par des entreprises qui veulent de la donnée du renseignement pour justement baser leur business et faire une solution qui va exploiter cette faille-là qui, techniquement parlant, en tout cas pour l'instant, n'a pas de solution. C'est assez majeur parce que le marketplace, là, l'endroit où s'échangent ces choses-là, une fois que l'information est déposée, elle est utilisable à tout le monde qui s'y branche déjà. Puis déjà, je vois déjà tout le fait que tous ces compagnies-là qui se sont branchées dessus, qui ont une business légitime, on va dire, parce que pour la publicité, je trouve pas ça tant légitime que ça, mais bon, c'est limite, vont cumuler cette information-là pendant de très longues périodes de temps. Donc, essentiellement, ces compagnies-là sont capables de savoir à peu près comme quiconque bouge son déplacement, c'est toutes ces choses comme ça. Donc, à terme, ils accumulent une quantité complètement folle d'informations sur chaque personne. Et c'est là que vous allez, c'est le fait que des individus ou des sociétés moins bien intentionnés se sont aussi branchés sur ce marché-là en sachant qu'ils peuvent aspirer tout parce qu'il n'y a pas de contrôle et ils font juste écouter et euh, 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 ramasser cette information-là qui est quand même très riche sur nos habitudes de vie. Sur l'aspect de contrôle, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des régulations, des lois qui sont mises en place pour justement permettre un meilleur usage de ces données des utilisateurs, mieux protéger leur droit à la vie privée, le maîtrise de leurs data. Mais ces cadres légaux, ils sont assez variés selon les régions du monde. Donc on connaît le RGPD en Europe, par exemple. On a d'autres cadres législatifs en Amérique du Nord, d'autres en Asie, etc. Et donc c'est un peu ce morcellement déjà législatif qui permet parfois un peu de contourner les règles dans des zones grises. Et le deuxième aspect, c'est que les régulations, elles peuvent s'appuyer sur différents principes. Certaines sont plutôt sur des principes de opt-in, c'est-à-dire que par défaut, il y a peu de choses qui sont permises par les agences publicitaires pour récupérer de la donnée. Donc il va falloir que l'utilisateur donne son consentement dans un premier temps pour pouvoir récupérer cette data et l'utiliser. Et d'autres cadres législatifs qui sont plutôt sur le principe de opt-out. Donc c'est par défaut, les entreprises ont le droit d'avoir accès à beaucoup de choses, à beaucoup de vos données, mais c'est l'utilisateur qui va devoir spécifier quand il souhaite justement ne pas donner son consentement ou limiter cet accès-là. Donc tout cet ensemble législatif qui est assez complexe finalement donne un niveau de protection varié des utilisateurs dans le monde et aussi permet à des entreprises d'un petit peu ne pas suivre toutes les normes ou d'être compliant avec certaines choses, mais pas à 100% et d'opérer dans une zone grise un peu floue. Oui, puis de toute façon, ces marchés-là d'échange peuvent vivre dans des zones qui ne sont pas contrôlées par des législations où les gens peuvent agir de façon un peu plus libre que des règles comme notamment le RGPD, là, ce que vous connaissez davantage, bien contrôlé, mais encore là, puis mon impression, c'est que le RGPD est quand même limité en termes de capacité à arrêter ce geste-là, puisque de toute façon, l'espace publicitaire sur notre environnement numérique est quand même partout. Puis justement, comme tu l'as très bien expliqué
en début, c'est il y a un espace publicitaire, quelqu'un veut ça, donc dès lors, va ouvrir automatiquement et envoyer des informations, soit par négligence, trop d'informations, mais va envoyer suffisamment d'informations pour que la personne qui visite le dit site a quand même, ou l'application transfère une masse plus ou moins grande d'informations, mais en sachant aussi que même si un site respecte, l'autre ne respecte pas. Donc, si on a un aspirateur qui vient chercher, la corrélation, elle est, somme toute, quand même peu limitée, là. Exactement. Et c'est ce qui amène à ce sur quoi on a travaillé avec Maxime sur ces différentes catégories d'utilisation de la DINT. Donc en fait, dans tous ces cas d'usage qu'on a pu observer, on a pu distinguer 3 catégories distinctes. Donc ce qu'on a appelé passive ADINT, active ADINT et offensive ADINT. Et donc l'idée, c'était un petit peu, justement, dans toutes ces possibilités d'utiliser cette data à des fins de renseignement, essayer d'y voir un peu plus clair en segmentant les usages dans ces catégories. Je ne sais pas si Maxime, tu veux expliquer un peu. Si je peux expliquer un petit peu donc ce qu'on appelle l'ADINT passif, c'est vraiment ingérer et collecter toute cette donnée sur le temps réel, que ce soit directement, donc via des entreprises qui vont ouvrir des sous-traitants qui vont se faire passer pour des publicitaires et donc rentrer dans ce système d'enchères et récolter les données, ou alors c'est même racheté il y a des sociétés qui se spécialisent, des data brokers, qui se spécialisent sur la captation de toutes ces données et qui les revendent ensuite aux meilleurs acheteurs. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec toutes ces données, on pouvait avoir par exemple des données de géolocalisation dans le temps de plein d'employés qui vont venir chaque jour sur le lieu de travail, qui peut être par exemple une agence de renseignement ou un site un peu pas secret, mais un site confidentiel d'une industrie de défense, des choses comme ça. Et en fait, avec le log de tous ces téléphones dont on n'a pas directement le nom de la personne qui est derrière, mais on peut voir systématiquement que voilà, tous ces téléphones, tous les jours en heure ouvrée, vont dans ce bâtiment. On peut légitimement et facilement se dire c'est des employés de cette entreprise-là. Et donc, si on isole une personne en se disant, bah tiens, récemment, on voit qu'effectivement cette personne-là fait des domiciles travail, bon, on a également son domicile. Et ensuite, on peut se dire, tiens, on voit que régulièrement, cette personne-là log avec un ou une collègue au même endroit, puis finalement vont dans un tiers-lieu. Bon, on se dit, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'affaires entre ces personnes-là? Et en fait, avec ça, on peut faire du profiling. Et ensuite, si on veut faire du renseignement sur ces personnes-là, et ben on a déjà des éléments un peu qui aident à faire cerner le renseignement. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la captation passive de la donnée. Et ensuite, on s'est rendu compte que ces sociétés-là, elles se sont aussi rendues compte qu'elles pouvaient faire une sorte d'effet inverse. Là où avant, elles captaient juste la donnée, elles n'essayaient pas d'enchérir. Là, elles font une forme différente, c'est-à-dire qu'elles vont proposer une offre très spécifique en fait, qui va matcher immédiatement le numéro donc d'identification mobile d'une personne. Il va dire, tiens, à chaque fois que ce numéro d'identification mobile fait une demande pour une publicité, en plus dans un certain périmètre, je veux avoir une alerte. En gros, je veux participer à cette enchère-là, et le fait d'avoir cette participation, ça va lever une alerte. Et en fait, grâce à cette levée d'alerte, on peut avoir une sorte de suivi en quasi temps réel d'une personne via ses données publicitaires. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, c'est quelque chose qui est plus actif que le côté passif. On peut avoir cette profiling au début avec la première option, et ensuite, on peut suivre dans le temps une personne. Et en fait, ces sociétés de surveillance, etc., agrègent plusieurs types de données, pas uniquement des données issues de la donnée publicitaire, mais ensuite vendent à des gouvernements, à des services de police ou à des services régaliens, voire même à des entreprises privées. C'est là où va être un peu le flou, et permettent, en fait, grâce à ces multitudes de capteurs, d'offrir une sorte de statut de géolocalisation. Et là, il y avait le troisième qui est le volet offensif. Qu'est-ce que ça représente, le volet offensif, par rapport aux deux premiers qui sont légitimes? L'autre me semble beaucoup moins légitime parce que légitime avec des gros guillemets, là. Oui, donc le côté offensif, c'est l'utilisation du coup de ce mécanisme de publicité en ligne comme vecteur d'intrusion. Donc il y a eu quelques cas documentés, notamment par Amnesty International, Recorded Future, Google, récemment sur ce type de technique. Là, ce qui semble être exploité, c'est vraiment le real-time bidding process, donc ce système d'enchères, pour délivrer une publicité spécifique à sa cible, et donc par ce biais-là, donc compromettre son device.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans les documents qui ont été étudiés par Amnesty International, il y avait notamment, donc c'est des documents d'Intellexa, plusieurs vecteurs qui étaient mentionnés, des vecteurs tactiques, donc là c'est plutôt les vecteurs d'intrusion qui vont nécessiter une proximité avec la cible, et des vecteurs dits stratégiques, donc c'est tous les vecteurs qui vont permettre de compromettre une cible à distance. Et donc dans ces vecteurs-là, il y avait le vecteur Aladdin, qui est donc un vecteur qui s'appuie sur ce système publicitaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les vecteurs d'intrusion qui s'appuient sur ces mécanismes publicitaires vont pas forcément remplacer les autres vecteurs d'intrusion zéro-clic qu'on connaît, qui s'appuient sur les systèmes, les OS, qui s'appuient sur les applications, etc. Pour autant, ça montre qu'on a une diversification des panels de vecteurs d'intrusion qui sont utilisés par ces entreprises. Et quand on regarde un peu l'actualité, avec notamment le procès NSO qui a eu lieu aux États-Unis contre WhatsApp, où même si le procès est toujours en cours suite à l'appel d'NSO, il y a une première condamnation qui a été actée avec NSO qui a interdit de cibler les utilisateurs de WhatsApp et de cibler l'application. On voit à quel point, pour ces entreprises fournisseurs de logiciels espions, c'est critique en fait d'avoir des alternatives. Parce que en fait, si leur vecteur d'intrusion qui s'appuie sur WhatsApp demain pour une question légale ou autre ou d'update, il est plus viable, tout leur business s'effondre. Donc cette question de la diversification des vecteurs d'intrusion, elle est majeure pour tout cet écosystème, pour leur viabilité économique, et donc c'est là où en fait la DINT est pertinent à suivre et à comprendre comme faisant partie du panorama des menaces d'aujourd'hui sur tout ce qui est logiciel d'espionnage par des fournisseurs privés. C'est très intéressant. Là, je ne sais pas si vous avez l'information, mais les consommateurs de ces informations-là, parce que pour rentrer dans un marché, pour être capable d'aspirer puis d'avoir la capacité, c'est pas donné à tous les groupes criminels où il doit y avoir un certain bassin spécifique d'acteurs qui doivent s'appuyer là-dessus et c'est pas les espèces de centres où ils enferment des gens pour faire des choses plus courantes. C'est probablement plus des acteurs plus ciblés. Puis surtout, de ce que je comprends de ce que vous expliquez, c'est vraiment fait pour cibler une personne ou un nombre très restreint de personnes. Donc, on est dans un contexte quasi chirurgical en termes d'intervention. Là. Oui. Ouais, si je peux donner une image, en fait, c'est des sociétés qui vendent voilà, une solution clé en main en disant à notre client, donc si votre client, par exemple, c'est un service de police de tel pays, etc., qui n'a pas forcément des capacités de ciblage particulières, en disant, voilà, regardez, nous, on a une solution clé en main qui prend différents capteurs et il suffit d'avoir le numéro de téléphone de votre cible et on peut soit regarder, voilà, tous les trajets que votre cible a pu avoir. On peut essayer de faire de la détection en cas en temps réel de sa position géographique via différents capteurs, y compris la DINT. Et on peut même, dans certains cas, si jamais c'est possible, infecter à distance son téléphone, uniquement avec comme sélecteur par exemple son numéro de téléphone, et à distance par une publicité, on va dire vérolée, qui contient ce vecteur d'intrusion, sans que la personne s'en aperçoive ou qu'elle ait ne serait-ce qu'à cliquer sur n'importe quoi. Donc c'est un peu l'arme suprême qui est vendue, un outil extrêmement bien fait et pratique pour des services de police, des services de justice, des services de renseignement qui n'auraient pas forcément ces capacités en propre, mais qui peuvent les acheter auprès d'entreprises ayant ces capacités. Et ce qui est intéressant sur ce que tu mentionnais, justement sur le fait que c'est un écosystème qui est assez complexe, l'écosystème publicitaire, que ça ne peut pas être exploité non plus par n'importe qui aimerait par exemple mettre en œuvre des techniques d'ADINT. Ce qui est intéressant dans le papier d'Amnesty, c'était qu'il montrait, c'était aussi donc lié à une publication de Recorded Future. Et en gros, Recorded montrait que dans l'ensemble des entreprises du consortium Intellexa, qui seraient liées à Intellexa, il y avait notamment des entreprises publicitaires. Et parmi ces entreprises publicitaires, une d'entre elles est propriétaire d'un SSP, qui est un peu les plateformes utilisées par les propriétaires d'applications pour dire j'ai un AdSpace disponible et du coup échanger les informations avec toute la partie annonceur. Donc c'est un acteur qui fait déjà partie de cet écosystème, qui est engagé dans le real-time bidding process, qui est le process qui est utilisé dans le cadre du vecteur d'intrusion Aladdin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça montre aussi, par contre, que les techniques d'ADIN comme ça, pour l'aspect offensif, ça reste utilisé aujourd'hui, en tout cas par des fournisseurs qui ont déjà des capacités haut niveau, des capacités sophistiquées, qui ont des certaines ressources financières pour acquérir des entreprises dans le domaine, et que c'est pas non plus quelque chose qui est magique et accessible à tout le monde.
Ouais, ben effectivement, c'est pas magique, mais c'est quand même effrayant de se rendre compte que dans le paysage de cybercriminels, on est rendu à un contexte d'industrialisation, mais pas une industrialisation en termes de on a des automatismes, puis on a l'intelligence artificielle, puis on est capable de mécaniser, mais d'industrialisation où c'est rendu un complexe comme Minato industriel comme les Américains ont développé, mais là, c'est rendu dans ce contexte-là pour que tous ces groupes-là maintenant vont se procurer, vont faire l'acquisition de sociétés qui servent de vecteurs pour obtenir l'information, là. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez mentionné des sociétés américaines. En fait, là, majoritairement, ce qu'on voit, des sociétés qui conduisent un peu ce genre de recherche et développement, et en tout cas qui industrialisent au sein de leurs solutions, c'est beaucoup des sociétés israéliennes et des sociétés américaines qui sont connues pour voilà, employer des gens qui ont travaillé dans les services de renseignement, particulièrement en cyber-intrusion, qui ont ces capacités-là, et qui ensuite partent dans l'industrie et qui restent dans une forme d'industrie qui reste grise, qui va pas forcément crier sur tous les toits leurs capacités, mais qui ont quand même une présence des fois dans certains salons professionnels particuliers de logiciels de surveillance. Et on a retrouvé, notamment avec Colline, des brochures spécifiquement voilà, qui vantaient l'utilisation de nouvelles techniques, y compris d'Adint. Et Et qui notamment en montrent... Asie d'ailleurs, ce qui était intéressant, Oui. ces entreprises-là qui ont des branches après qui se déploient notamment en Asie et qui profitent du marché en expansion là-bas pour vendre ce type de solutions. Et c'est pas toujours facile de trouver des données en source ouverte dessus. Des fois, on a un peu de chance. Par exemple, à un moment, il y a deux commerciales qui se sont prises en photo devant un panneau, enfin, en gros, devant le logiciel proposé par une société, c'est la société Patterns pour le coup, et qui montrait en fait à quel point on pouvait voilà cibler telle ou telle personne à travers juste son numéro MID ou sur son numéro de téléphone, ou même qui propose même des services complémentaires pour faire pour matcher directement en disant vous avez juste le numéro d'identification mobile et on peut déjà vous trouver la personne derrière, donc désanonymiser déjà cet identifiant. On montre en fait qu'ils ont vraiment plusieurs capacités différentes et donc ça nous permet un petit peu d'avancer sur nos recherches. Mais voilà, c'est quelque chose qui est pas toujours facile forcément parce qu'on se heurte à la limite de la source ouverte. Et non, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est un écosystème qui est très complet et aujourd'hui, c'est difficile du coup en tant qu'utilisateur de savoir ce qui est fait de nos données. Est-ce qu'on est plus ou moins fiché, entre guillemets, par toute cette industrie et par d'autres qui du coup profitent de cette industrie pour faire du renseignement. Et il y a certaines initiatives qui sont mises en place, notamment côté opérateur, donc côté mobile, pardon. Donc par exemple Apple qui a mis en place le lockdown mode, qui a permis au fait qu'on puisse choisir quand on installe une application ou pas, de donner toutes les permissions à l'application pour un suivi GPS par exemple, ou de bloquer cette action-là. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives comme ça qui sont mises en place, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on voit que ça vient du côté de l'éditeur, de la solution technologique. Mais côté utilisateur, il y a peu de choses en fait qu'on peut vraiment faire à part refuser des cookies, des choses très basiques pour éviter tout ce qui est ce profilage. Donc voilà, c'est un des enjeux aujourd'hui aussi de l'ADINT, c'est côté utilisateur, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être mises à part l'hygiène numérique basique. Voilà. Et encore, c'est très limité la capacité de l'hygiène de base pour réussir à limiter ces choses-là. Là, on a beaucoup abordé le volet de spécialisation, c'est-à-dire de cibler quelqu'un. Dans vos recherches, vous avez découvert qu'il y a des groupes qui vont faire des attaques massives. Parce que là, on parlait d'attaques des zéro-clics, généralement, sont peu utilisés en attaque massive parce que le coût d'acquisition n'est pas associé à le retour monétaire qui est là. Avez-vous vu des attaques qui étaient plus généralisées ou qui ont utilisé ces vecteurs-là sur, disons, cibler toutes les personnes qui sont dans un pays ou dans d'autres choses comme ça, ou c'est encore trop opaque comme information pour... Bah là, par exemple, c'est ce dont parlait hier Maxime, la différence entre l'adint et le malvertising. Par exemple, quand on va avoir des campagnes qui exploitent justement ces mécanismes publicitaires, mais qui sont opportunistes, qui sont très larges, ça va plutôt être le malvertising et moins des techniques d'adint qui sont vraiment pour du ciblage très spécifique. Après, sur du ciblage de groupes d'individus, c'est ce qui est fait parfois avec des techniques d'adint passif dans les catégories qu'on a fait. Et un des cas qui avait été documenté, c'était en Syrie, durant le conflit, donc c'était dans les années 2015-2016, il me semble, où justement ce ciblage publicitaire avait été utilisé
pour comptabiliser le nombre de personnes ou en tout cas de mobiles présents dans une zone de guerre en Syrie et ensuite de faire du suivi de ces identifiants, ces MID, pour notamment suivre le mouvement des réfugiés syriens à travers le monde qui venaient de cette zone en particulier. Donc ça avait été un des cas d'utilisation qui avait pu être fait. On voit que là, c'est pas un ciblage individuel, mais plutôt d'un groupe de personnes pour suivre des mouvements. Et pour rester assez actuel aujourd'hui, il y a par exemple aux États-Unis des administrations, dont une bien connue qui est ICE, qui est aussi cliente de ce genre de solution. C'est sûrement pas la seule solution qu'ils utilisent, mais on sait qu'ils ont acheté au moins une des solutions qui comporte des solutions à Dint dans leur catalogue. Ouais, disons que les Américains ne se cachent plus maintenant de l'utilisation. Il y a une époque qui c'était plus dissimulé, cette utilisation. Maintenant, ils font ça au grand jour. Donc, on va en apprendre beaucoup d'autres sur leur usage un peu limite de l'information. Avez-vous d'autres choses à partager sur cette présentation-là? On a fait un tour qui était complet. Pour moi, on a bien discuté de pas mal d'enjeux. Je sais pas si Maxime... Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour, sauf si tu as des questions en particulier. Ou... J'en ai pas plus, mais merci énormément pour ce partage-là, super chouette. Puis bienvenue au Canada pour le peu de temps que tu vas rester. J'espère que tu vas avoir un petit peu le temps de visiter Montréal. Puis merci beaucoup. Super, merci pour l'invitation. Merci beaucoup.